Bonjour à toutes et tous. Alors pour parler de qu'apporte la théorie des réseaux de symptômes et la pratique clinique, on va se pencher sur trois grandes parties, vers une science clinique des symptômes psychiatriques, un artisanat clinique des symptômes psychiatriques et puis une philosophie des symptômes psychiatriques. Alors pour le dire brièvement, il y a vraiment l'idée que la variable latente telle que la dépression, entre guillemets, représentée ici par un rond, n'existerait pas dans la nature. Donc dans la consultation clinique, on ne croise pas une dépression. Alors déjà, on croise un patient, et en fait, ce patient, quand on le croise, eh bien, pour repérer qu'il est porteur d'une dépression, eh bien, on va voir des symptômes qui sont les carrés. Et en fait, ces symptômes n'émanent pas d'une dépression qui ne serait pas visible, hein, comme si on devait postuler ce qu'on appelle cette variable latente, parce que non visible, mais en fait sont sans doute en interaction les uns les autres, puisque quand on est insomniaque, on est plus fatigué, quand on est plus fatigué, on a plus de problèmes de concentration, d'anxiété qui peut nous rendre encore plus insomniaque, etc. Donc on a des boucles de renforcement entre symptômes, et c'est comme ça qu'on pourrait considérer le trouble, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on met une consultation clinique. Ah oui, vous êtes anxieux, eh bien est-ce que ça vous empêche de dormir? Donc on voit bien que déjà dans la logique très intuitive et non explicitée du clinicien, on a une logique comme ça d'interaction mutuelle entre symptômes, et donc une logique en réseau. On le voit ici avec l'exemple de droite, hein, un événement extérieur E1 va agir sur eh bien, les émotions et l'anxiété, S1 et S2, et en fait c'est uniquement ces S1 et S2 qui vont agir sur un troisième symptôme, l'insomnie, non pas l'événement extérieur. Donc la flèche E1 ne va pas sur S3 et pourtant l'insomnie S3 est déclenchée. Et en fait même en l'absence de l'événement extérieur, un traumatisme ou tout simplement un événement de vie qui s'est passé un jour précis, eh bien même en son absence, le réseau va continuer à être actif, donc les symptômes seront toujours présents chez le patient, et en fait il va ainsi se scléroser, se figer, et c'est peut-être cela qu'on pourrait appeler un trouble, c'est lorsqu'il y a un réseau figé de symptômes en interaction mutuelle, et il faudrait une force thérapeutique pour arriver à retrouver un état antérieur, l'état en pointillé, blanc, non coloré. À quoi ça sert de penser ça? Déjà, on le voit ça, de manière intuitive, ça marche bien pour le clinicien, mais en fait, on peut aussi récolter des bases de données, assembler les symptômes, montrer les interactions entre ces symptômes et analyser quels symptômes sont les plus centraux. Donc on a ici, par exemple, sur une étude chez un grand nombre d'individus, le réseau qui correspond au réseau entre guillemets moyen de tous les individus, qui montre que certains symptômes sont vraiment, vraiment importants dans la santé du sommeil, comme notamment le sommeil non réparateur. Un deuxième point important, c'est vraiment l'enjeu pronostic, la dynamique des symptômes. C'est de montrer que certains symptômes, à certains moments, vont eh bien, agir sur d'autres symptômes à d'autres moments. Donc on peut avoir une temporalité de l'évolution des symptômes les uns par rapport aux autres, donc dans des réseaux qui sont dits dynamiques, des réseaux temporels. Un troisième enjeu est thérapeutique, puisque on le voit sur le petit schéma, le carré jaune montre qu'on peut avoir une action thérapeutique sur les symptômes. Et donc par exemple, on va avoir l'action de benzodiazépine au début de la prise en charge qui va agir sur certains symptômes de la catatonie, et au bout de quelques jours, ce même traitement va agir sur d'autres symptômes de la catatonie. Et ça marche de la même manière pour les psychothérapies. La psychothérapie ne marche pas sur le même symptôme à la première séance ou à la 10e séance, et on a comme ça une évolution de l'influence du traitement sur le réseau du patient. Et puis enfin, on peut avoir des enjeux étiologiques, puisque dans ce réseau, on peut mettre des éléments qui sont non sémiologiques, mais aussi des éléments qui sont biologiques, ou ici d'activité cérébrale. Et donc on peut voir les interactions entre les activités cérébrales faisant émerger les symptômes, et puis ces mêmes symptômes qui peuvent aussi avoir un effet rétroactif dans certains troubles sur l'activité cérébrale. Alors quand on peut modéliser des données, on peut aussi réfléchir en fait à travers les réseaux pour mieux penser la relation clinique. Pour ça, par exemple, on peut utiliser les PCAN, les Perceived Causal Network, l'idée qu'un symptôme va agir sur un autre symptôme de manière spécifique pour un patient donné. Par exemple, Bob va avoir sa fatigue qui agit sur ses problèmes de concentration, alors que chez Alice, c'est différent. On va peut-être avoir la difficulté à s'endormir qui va agir sur son anxiété. Et donc on peut voir qu'en fonction des personnes, on va avoir des réseaux différents, et on peut même mettre ensemble ces réseaux, les rassembler, et donc travailler sur les liens entre symptômes pour un patient donné. Et on pourrait dire, si on devait en trouver un parallèle, hein, c'est ce que ferait la psychanalyse. Elle essaie de trouver de manière idiographique, donc pour une personne donnée, quel est son réseau, de mettre le plus en valeur possible le réseau, d'essayer de creuser le plus possible quelles sont ses interactions, et d'essayer d'agir sur le symptôme qui pourrait être déterminant, le symptôme clé, maître, ou à l'origine des influences mutuelles du réseau du patient. Un deuxième exemple pourrait être ce qu'on appelle le théoriscope. En fait, c'est de comparer le réseau d'un patient avec le réseau du on au sens heideggérien, d'un on impersonnel d'Internet, cette sorte de mémoire collective qu'on va interroger
quand on utilise un LLM, un grand modèle de langage comme ChatGPT par exemple, eh bien on va voir que si on prend les symptômes d'un patient, qu'on en regarde les interactions, qu'on va chercher ces symptômes dans ce on, dans cette grande base de données, on va voir si les interactions sont les mêmes. Et en fait, si c'est les mêmes, on va pouvoir avoir un élément de comparaison sur une sorte de base de données en réseau fictive qui est Internet par rapport à notre patient, et donc avoir vraiment une comparaison entre un patient unique et une grande base de données. Donc c'est cette idée de travailler sur un aspect normatif des liens. Est-ce que ces liens ressemblent à les autres liens qui apparaîtraient chez d'autres patients? Et c'est ce que va faire globalement la psychiatrie descriptive. On prend une petite cohorte où on prend un patient et on voit si ça correspond aux grandes populations qui sont décrites dans les données épidémiologiques. Un troisième exemple, la résilience, c'est comment on va évaluer la connectivité d'un réseau. Donc l'idée que le réseau de gauche est beaucoup plus connecté que celui de droite montre bien que si on veut agir sur le réseau, c'est beaucoup plus simple d'agir sur un réseau comme celui de droite que celui de gauche. Tout simplement parce qu'il y a moins de connexions, donc on va pouvoir modifier les connexions plus facilement. Il y a souvent ces images de la petite balle qui tombe au fond de la vallée. Quand c'est au fond de la vallée, c'est très dur de faire remonter la bille au fil du temps. Et donc on a comme ça des articles sur la plasticité, sur la résilience qui dépendent de la connectivité du réseau. Un petit peu comme en thérapie systémique interpersonnelle où il y a des points nodaux à partir desquels se structure un système. Et enfin, l'évolution des symptômes. Donc cette image de Hopfield, un prix Nobel, montre bien qu'on a encore cette métaphore de la bille entre les falaises et on aurait chacun un paysage fait de vallées, de collines et de trous au fond desquels notre système, l'évolution de notre vie nous conduirait. Et donc l'évolution des symptômes d'un patient, ça dépendrait de ce relief-là, un petit peu comme en phénoménologie qui s'intéresse à la structure du temps vécu, à des structures plus internes qui conditionnent l'expérience. Et donc, en fait, on voit bien que cette question des réseaux est très fortement liée à la question des systèmes dynamiques, justement cette métaphore de la balle dans les vallées. Et on peut faire des modèles qui montrent les interactions entre variables de manière temporelle au travers de ce qu'on appelle les systèmes dynamiques. Et on peut voir qu'il y a un certain nombre d'évolutions, mais pas tant que ça. Et que les évolutions des troubles psychiatriques sont sans doute limitées. Enfin, une philosophie des symptômes psychiatriques, c'est tout simplement se demander qu'est-ce qu'il y a dans un réseau. Quand on voit un rond, qui constitue le nœud du réseau, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est seulement le terme qu'a décrit le patient? Est-ce que c'est ce terme mais interprété par le clinicien? Est-ce que c'est plus qu'un terme et c'est vraiment le marqueur sémiologique mais d'un marqueur biologique sous-jacent? Ou est-ce que c'est une souffrance vécue, un handicap? Donc, par exemple, l'hypothèse ici serait de se dire que le symptôme serait en fait la souffrance vécue par le patient. Et on voit bien le schéma de gauche que la souffrance, par exemple la tristesse de l'humeur peut être très élevée, le niveau bleu est assez haut, et en fait ça influence peu le fait de se lever le matin, un comportement. Donc il y a peu de préjudice, même s'il y a une très forte tristesse, la personne fonctionne bien au quotidien. Alors que chez un autre patient, celui de droite, il est très peu triste en apparence, ça se voit pas, ça se décrit pas, lui-même le dit pas. Peut-être même lui-même ne le ressent pas, et pourtant il y a un fort préjudice, ça l'empêche de se lever le matin. Et donc on voit que considérer un symptôme isolément, c'est pas suffisant, et c'est sans doute dans l'interaction entre au moins deux symptômes, et idéalement en prenant en compte tous les symptômes et descriptions du patient, qu'on va pouvoir avoir accès, ou en tout cas un début d'accès à ce que pourrait considérer un trouble psychiatrique, tout en considérant, comme le montre le schéma de droite, qu'il va falloir interpréter ça de manière dynamique, puisque les symptômes sont comme ces lignes, montantes, descendantes, fluctuantes et tournoyantes. Voilà, merci pour votre attention.